Non, c'est le décompte. Ah oui, c'est des comptes. Ah oui, pardon. Non, mais tu es très belle, je te le confirme. Enfin, faut se lancer des fleurs, quoi. Hein. Quand on n'a pas le temps de se voir ni se serrer la main, et puis on n'est pas, on va pas se serrer la main d'ici rapidement, on va dire. Donc, Ouais, tout à fait. 59, j'attends 15 pour démarrer. Puisse parler après nous, puisque nous d'abord, hein, on va dire. Ah bah, c'est Vous les m'entendez femmes, tous bien? oui. Tout le monde m'entend? Ça coupe par moment, mais Oui. je pense que tu peux rien. Bon. Alors, c'est les personnes qui se connectent. Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir pour le webinaire dédié au Covid-19, comment reprendre l'activité en toute sécurité. Alors, l'objectif du webinaire, c'est de voir des bonnes pratiques, des exemples concrets, des trucs et astuces pour être en règle. On a la chance d'avoir Louise Delabre, architecte d'intérieur, qui nous a préparé des plans de bureau avant confinement et après confinement. Elle nous a fait ça au millimètre près. On évoquera aussi les premières mises en cause des employeurs. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de mises en cause, mais la propagation du virus n'est pas très importante. Donc, on s'attend à en avoir de plus en plus au niveau du risque de l'employeur. Donc, Mélanie, notre spécialiste, nous parlera des risques encourus et de comment sécuriser la reprise de l'activité. Alors, l'objectif du webinaire, c'est aussi sur du long terme. On parle beaucoup de lundi, ce qui va se passer, la reprise, c'est le 11, etc. Mais là, nous, on a une analyse beaucoup plus de fond sur le long terme, puisqu'en fait, le déconfinement va être progressif et le virus va revenir certainement. On ne sait pas encore sous quelle proportion. Donc voilà, on est là pour vous accompagner dans cette reprise d'activité. Alors, pour ce faire, je suis accompagnée de 3 expertes. Mélanie Loridan, spécialiste en prévention des risques professionnels et qui forme aussi les salariés justement pour prévenir de ces risques. Louise Delabre, architecte d'intérieur, spécialiste de l'aménagement des locaux professionnels. Johanna Suska, experte sociale, cabinet Optima Pay, qui intervient auprès des entrepreneurs au quotidien. Alors, on va regarder rapidement, enfin, on va rappeler quel est le risque. On évoquera aussi le document unique. C'est quoi le document unique et l'importance du document unique actuellement. Les mesures que je dois adopter dans mon entreprise, mais au niveau pratique, hein, c'est-à-dire que j'ai 2 gars sur un chantier, je les mets comment? En face, à côté, voilà, c'est comment on fait sur le terrain à aujourd'hui avec la reprise d'une activité. Louise nous parlera donc voilà du plan de bureau, donc l'accueil du bureau, l'open space, voilà comment on peut reformater nos bureaux à aujourd'hui. On évoquera aussi la formation et des salariés qui est obligatoire à aujourd'hui. Il faut savoir qu'il y a des e-learning qui coûtent quasiment rien que vous pouvez faire et vous pourrez ainsi former monsieur Covid. Enfin, on verra qui c'est monsieur Covid après, mais c'est extrêmement important la formation. Formation, c'est par quoi vous réussirez à sécuriser la reprise de votre activité. Et donc après, on terminera par les risques pour l'employeur parce qu'il y a aujourd'hui très peu de mise en responsabilité, mais parce que en fait le virus ne s'est pas beaucoup propagé et donc avec la reprise d'activité, on peut s'attendre à beaucoup plus de mise en responsabilité. Alors, quel est le risque avec cette belle Bon, bonjour à tous. Donc, Mélanie? je vais vous expliquer effectivement de quoi on parle. Donc, ce virus qui a un joli petit nom, hein, le SARS-CoV-2, est à l'origine de la maladie de Covid-19. Donc, quand on parle de Covid-19, c'est vraiment la maladie. Le virus, donc, il appartient à la famille des coronavirus parce qu'en fait, c'est pas le premier coronavirus qui existe. Il y a eu 6 autres coronavirus et donc 2 qui ont été déjà à l'origine d'épidémies. Une en 2002 en Chine et une en 2012 au Moyen-Orient. Donc ces 2 coronavirus n'ont pas causé de pandémie telle qu'on les connaît aujourd'hui. Alors, ouais, c'est passé un peu vite, mais c'est pas grave. Juste pour vous dire, ça s'appelle coronavirus par rapport à la forme de ce coronavirus, enfin de ce virus.
Oui, les effets de la maladie peuvent être très larges. On peut avoir, dans la plupart des cas d'ailleurs, dans 80% des cas, c'est une maladie bénigne. On a même souvent peu de symptômes, on est asymptomatique. Et par contre, dans 20% des cas, effectivement, ça nécessite quand même une prise en charge un peu particulière, donc une hospitalisation dans 15% des cas et 5% en réanimation pendant des durées assez longues, et donc un taux de mortalité qui est quand même de 2%, qui est estimé à 2%. Voilà. Alors donc quand on se pose la question du risque, ça peut être bien de savoir comment se transmet le virus. Donc bon, vous en avez très probablement bien entendu parler. Le mode de transmission principal, c'est l'inhalation de particules infectieuses. Lorsqu'une personne infectée est en contact étroit avec une autre, et donc ce qu'on appelle un contact étroit, c'est le fait d'être à moins d'un mètre, donc d'éternuer ou de tousser, mais aussi simplement de parler. Lorsqu'on parle, on peut avoir des petites projections qui vont venir contaminer l'autre personne. Un autre mode de transmission, c'est le contact avec des surfaces fraîchement contaminées et qu'on va venir mettre en contact avec les différentes muqueuses. Il y a deux autres modalités de transmission, mais qui sont pas vraiment, sur lesquelles les scientifiques sont pas sûrs à 100%. La contamination aérofécale, c'est les traces qu'il pourrait y avoir dans les sanitaires, d'où l'importance de bien les nettoyer. Et puis éventuellement la transmission par pédiportée, où là on va avoir un risque de transmission quand on se promène. Donc sur certains chantiers, il peut être bien, certains lieux particuliers, de mettre en place des pédiluves. Voilà. D'accord. Et puis donc on le reverra après, mais de porter un soin tout particulier au nettoyage des toilettes. Alors ce petit schéma, en fait, il est là pour vous expliquer sur quoi on va pouvoir agir pour éviter le dommage. Donc en l'occurrence, le dommage ici, c'est la contamination, le fait d'être atteint du Covid-19. On a un risque donc qui est la combinaison du danger. Le danger, c'est le virus lui-même. Et l'exposition, c'est le fait d'être exposé à une personne qui est porteuse du Covid-19. La plupart du temps, cette personne ne sait pas qu'elle est elle-même porteuse du Covid-19. Et donc, c'est difficile de pouvoir anticiper ce risque, mais le but, c'est d'éviter d'être exposé finalement à toutes les personnes. Et puis, de travailler sur l'événement déclencheur, donc la transmission du virus. C'est pour ça qu'il y a les fameux gestes barrières. Un petit schéma en dessous sur l'effet boule de neige qui vous explique qu'aujourd'hui on estime qu'une personne contaminée en contamine 3 autres, et du coup forcément ça se multiplie très rapidement. Et donc là encore le principe des gestes barrières, c'est de ralentir cette progression. Très bien. Alors donc alors un petit document unique. Donc le document unique, il existe dans toutes les entreprises, je pense, mais là maintenant, il faut absolument le retravailler. En fait, document unique, donc c'est un document qui est la pierre fondatrice, on va dire, de la démarche de prévention de l'entreprise. Toutes les entreprises doivent en avoir un. Dès lors qu'elles ont un apprenti, elles doivent avoir un document unique depuis 2001. Et dans ce document unique, on va retracer l'évaluation des risques qu'on a faite dans l'entreprise, et donc quelle organisation on met en place par rapport à ces risques. Et donc, ce qu'on dit comme règle, c'est qu'on va éviter les risques. Et pour éviter les risques, la première chose, c'est que le télétravail, c'est la norme. Donc même après le 11 mai, il faut mettre le plus possible vos salariés en télétravail si vous pouvez. Si jamais c'est pas possible de travailler à distance, donc on va quand même se poser la question des activités qui sont essentielles, en commençant par celle-là, pour avoir une remise en activité progressive. Et puis on va classer les activités par niveau de risque, donc du risque très faible au risque le plus élevé, et donc en adaptant en fait les modes opératoires et les équipements qu'on va mettre en face.
C'est Alors quoi les EPI, donc c'est les Mélanie? équipements de protection individuelle, c'est tout ce que vont porter. En fait, c'est un espèce d'écran qu'on met sur chaque individu. Alors c'est la protection la plus faible qui existe dans la chaîne de prévention parce que finalement le risque est là. On n'a rien fait pour le limiter, pour le diminuer, et puis on essaye de mettre en place des écrans, mais on n'est pas du tout sûr que les gens premièrement vont les porter et deuxièmement vont bien les porter parce que c'est pas si évident que ça de les porter. Ouais. Oui, de les supporter aussi. Donc, ce qu'il faut, la priorité, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le but, c'est d'agir plutôt directement sur les facteurs de risque. Donc, en limitant l'exposition, en faisant du télétravail, on évite que les gens soient en contact avec d'autres, et du coup, on est plus efficace dans notre action de prévention. Si jamais on n'a pas le choix, c'est tout. On les fait travailler ensemble, mais on organise les espaces qu'on verra plus tard. Et si enfin on n'a vraiment pas le choix de les mettre les uns à côté des autres, voilà, et on va fournir des EPI adaptés, mais surtout en n'oubliant pas de former les gens au port de ces EPI. Voilà. D'accord. Alors, quelles mesures on va adopter dans l'entreprise? Bonjour à tous. Ça, c'est ma petite partie. Je suis ravie de vous voir aussi nombreux à uniquement 4 jours de la reprise. Alors, quelles mesures j'adopte dans mon entreprise en fonction de mon domaine d'activité? Donc, aujourd'hui, on connaît bien évidemment les gestes barrières. Enfin, j'espère qu'on les connaît tous. On les entend partout à la télé, on les voit sur vraiment tous les réseaux sociaux. Donc, éviter de se toucher le visage, tousser, éternuer dans le coude, ne pas se serrer les mains et puis garder les distances, bien évidemment. Voilà, tout à fait. Donc là, il faut bien les respecter, mais on les connaît tous. Après, si on veut essayer d'aller un petit peu plus dans le détail, on a choisi certains corps de métier pour lesquels le ministère du Travail a déjà prévu des préconisations. Comme par exemple le commerce de détail. Alors, tout d'abord, il faut prévoir en amont un protocole de nettoyage. Ça veut dire il faut bien établir à quel moment, avec quelle fréquence on vient nettoyer les surfaces, quelles sont les surfaces qu'il faut nettoyer plus souvent que d'autres peut-être, qui vient les nettoyer, etc. Donc, c'est vraiment un protocole, un entier protocole de nettoyage que vous devez mettre en place. Et c'est également valable dans beaucoup d'autres domaines d'activité, je dirais même tous. Ensuite, mettre à disposition des consommables, comme on le voit aujourd'hui à l'entrée des hypermarchés, ils ont déjà mis à disposition du gel hydroalcoolique, que ce soit pour leurs salariés, mais principalement pour les clients. Mélanie, par rapport à ces consommables, il y a des règles particulières à respecter, un degré d'alcool à avoir dans le gel, il y a des choses particulières. Oui, effectivement, il y a des produits en fait il faut utiliser, faut vérifier les normes. Par exemple, vous n'allez pas utiliser des lingettes qui sont bactéricides parce que ça sert à rien. Ici, on n'est pas en présence de ce type de produit. Donc, on va plutôt prendre des lingettes désinfectantes, par exemple, ou qui correspondent à la norme pour les produits virucides. Et sur les gels hydroalcooliques, c'est pareil. On va regarder si la norme, elle est bien, c'est la bonne norme. Si elle est bien respectée. Voilà. Tout à fait. Très important. Ensuite, toujours dans le commerce de détail, vous pouvez mettre en place une soucoupe pour éviter la remise de la monnaie de main en main. Ça, c'est pour le paiement en espèces, bien évidemment. Établir un sens unique de circulation, c'est une idée assez intéressante qui existait déjà avant dans un but plutôt commercial. Là, ça serait dans un but sanitaire. C'est plutôt pas mal pour éviter que les gens se croisent et pour favoriser la distanciation sociale. N'oubliez pas de mettre des marquages au sol, comme ça c'est beaucoup plus visuel. Et ensuite, pourquoi pas mettre en place des livraisons à domicile si ce n'est déjà fait ou éventuellement les multiplier. Et pour ce faire, privilégier vraiment à bien communiquer sur Internet toutes les possibilités sur les réseaux sociaux, toutes les possibilités de livraison, etc. pour que vous soyez bien visible sur Internet. Nos amis restaurateurs, alors ils vivent
peut-être pas reprendre tous le 11 mai, sauf ceux qui font de la vente à emporter. Donc aujourd'hui, les préconisations sont plutôt de privilégier tout ce qui est poubelle à pédales, tout ce qui est vêtements de travail à usage unique si possible. Limiter le nombre de personnes en cuisine et puis dans l'établissement tout court. Et puis surtout, si vous vous lancez dans la vente à emporter, si vous démarrez la livraison à domicile, n'oubliez pas de consulter les guides des précautions sanitaires, de fermer correctement les sacs qui contiennent les repas. Et puis attention, vraiment, n'oubliez pas de garder les distances avec le livreur au moment de la dépose. Respecter la distance de mètre minimum. Alors, le bâtiment qui est toujours un petit peu spécifique, avec des règles bien précises. Aujourd'hui, il faut mettre à jour le PPSPS. Alors, le PPSPS, voilà. Tout le monde du bâtiment sait ce que c'est. Plan de sécurité et de protection de la santé, si je ne me trompe pas, Mélanie, c'est ça? C'est ça, oui. Voilà. Un plan particulier de protection de la santé. Voilà. Donc, il faut bien le mettre à jour aujourd'hui au niveau des mesures relatives au Covid-19. Aujourd'hui, l'OPPBTP a mis en ligne un questionnaire de santé qui peut être à destination des salariés. Par exemple, les salariés, ce sont des fiches d'autodiagnostic. Les salariés peuvent l'utiliser si jamais ils rencontrent des soucis. Sur chaque chantier, ce qui est très important, c'est que vous avez l'obligation de désigner et de former un référent Covid. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez 10 chantiers, vous devez avoir éventuellement 10 référents ou un référent qui puisse aller sur tous les chantiers. Après, Mélanie nous en dira un petit peu plus par rapport à ça, peut-être. Voilà. Elle viendra. Mélanie me posait la question aussi, est-ce qu'on a le droit de prendre la température des salariés avant qu'ils arrivent au travail? Mélanie, je te laisse, vas-y. Donc, il y a le ministère qui a publié un protocole de déconfinement très récemment, dimanche soir, en disant que c'était pas une des mesures qui était préconisée. Donc le Haut Conseil de la Santé n'avait pas non plus préconisé cette mesure. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a deux raisons. La première, c'est qu'on, j'ai pas trop expliqué, mais on peut être malade sans avoir de température. Du coup, c'est pas un bon indicateur. Et puis en plus, finalement, on va exposer la personne qui va prendre la température à un risque particulier. Il y a notamment eu une affaire dans le sud de la France d'une salariée qui travaillait dans un commerce. Son patron lui avait demandé de prendre la température de tous les clients qui rentraient dans le magasin. Elle s'est, forcément, elle était pas, elle était à moins d'un mètre des personnes qui rentraient. Elle a attrapé le Covid-19 et elle est décédée. Donc aujourd'hui, il y a une procédure de mise en danger de la vie d'autrui qui est engagée, qui est à l'encontre de l'employeur. Donc attention, c'est pas anodin finalement. On veut bien faire, mais attention au risque qu'on fait prendre. Par rapport aux salariés. Et ça, c'est la responsabilité de l'employeur finalement. Oui, alors reste à prouver qu'elle l'a attrapé sur son lieu de travail, mais finalement, dans la mesure où, on sait pas, j'ai pas tous les tenants et les aboutissants de l'histoire, mais quand même, en lui faisant prendre la température, son employeur, il a pas forcément pris les mesures de prévention adéquates. On sait pas exactement comment elle prenait la température, etc., quoi. Oui, c'est ça. En fait, ce qui est important, c'est que chaque entrepreneur aujourd'hui, parce que là, on n'est qu'au début, et donc là, c'est un cas, mais ça risque d'arriver beaucoup plus souvent par la suite. Et c'est que donc chaque entrepreneur fasse diligence et mettre en place les procédures. Après, ça arrive, c'est malheureux, mais ça arrive. Mais après, chaque entrepreneur doit, en tout cas, mettre tout en œuvre pour protéger les salariés. Voilà. Alors après, on parlait du kit. Alors tout à fait, oui, il faut fournir un kit pour chaque salarié avec les produits barrières. Donc chaque salarié doit l'avoir en se rendant sur les chantiers.
Si possible, vous pouvez organiser l'arrivée des chantiers directement, l'arrivée des salariés directement sur les chantiers. Ça serait beaucoup plus intéressant que de les faire venir au siège le matin. Ça évite d'avoir beaucoup de monde au même endroit. N'oubliez Dans le guide, alors on en parlait hier, les gants, non, c'est finalement. ce que j'allais dire. Il ne faut pas oublier de se laver les mains à chaque fois que vous enlevez un EPI, mais attention, on parle bien de l'EPI du bâtiment. Ça veut dire qu'il y a certains métiers, comme le bâtiment, comme les paysagistes, qui ont des équipements de protection individuelle, EPI, équipements de protection individuelle, qui les ont en règle générale, d'accord, qui ne sont pas liés au Covid-19, c'est pour leur sécurité. Et aujourd'hui, on ne peut pas faire enlever à un ouvrier, on ne peut pas leur dire enlevez vos gants pour mettre les gants à usage unique. Là, ça serait pas une bonne mesure de sécurité. Donc, il faut bien faire attention à ça. Et puis surtout les gants. Oui, Mélanie. Ouais, j'allais dire, il faut être vigilant en fait à l'utilisation des gants parce que la transmission, elle se fait pas par la peau, mais par le contact de main-bouche. Donc finalement, le fait d'avoir des gants, on va pas empêcher ce contact. On peut très bien avoir le gant qui va transmettre le virus. Donc c'est pas forcément une protection. Enfin, c'est même pas une protection, quoi. Tout à fait. Si on se lave pas les mains, ça sert à rien. Alors, n'hésitez pas à les consulter. L'OPPBTP a mis en place un espace d'entraide. Donc, n'hésitez pas à aller le consulter. Vous pouvez trouver des personnes forcément du même métier qui se posent parfois les mêmes questions que vous. N'hésitez pas à faire un petit brainstorming si vous avez des questions. Les chauffeurs-livreurs, c'est un grand merci d'ailleurs parce qu'ils ont continué à nous livrer plein de choses pendant le confinement. Alors, pensez à bien désinfecter le véhicule après chaque changement de livreur parce que parfois, il y a un véhicule pour un livreur le matin, un deuxième l'après-midi. Donc, pensez bien à votre plan de nettoyage et comment on peut désinfecter le véhicule pour que le deuxième salarié puisse le reprendre dans des bonnes conditions. Nettoyez régulièrement le matériel de livraison. Et puis, n'oubliez pas l'attestation de déplacement professionnel qui est également valable dans le bâtiment aussi. On ne l'a pas mentionné tout à l'heure. Ensuite, les règles de chargement et de déchargement sont différentes parfois en fonction des sites. Donc, avant de partir avec la livraison, il faut peut-être bien se renseigner par rapport à ces règles de chargement et de déchargement. Et puis surtout aujourd'hui, on le voit également quand un livreur vient, je pense qu'ils ont déjà pris les bonnes habitudes. On le voit bien, soit sonner à la porte, soit appeler par téléphone directement. Il dépose le colis, il s'éloigne de 2 mètres. Ce sont des règles qui vont devoir rester ancrées, je pense, pour une longue période après le déconfinement. Et puis éviter tout contact physique avec le livreur. On oublie tout ce qui était signature avec des stylos, signature avec le doigt. Aujourd'hui, même les facteurs, ils signent pour nous les recommandés à distance, entre guillemets. Ils gardent la distance et ils les signent pour nous, donc avec notre autorisation. Donc, ce sont des choses qu'il faut privilégier. Alors, la boulangerie, les boulangers, il faut les remercier aussi parce qu'ils étaient là pendant le confinement également tous les jours à travailler. Donc, pour eux, c'est pas vraiment une reprise, mais si certaines mesures n'ont pas déjà été prises, il faut peut-être les prendre assez rapidement. Préparer le plan de nettoyage comme pour tout le monde, le marquage au sol ou éventuellement un sens unique si prévoir un sens unique, mais uniquement si la surface le permet. Sinon, il faut limiter le nombre de personnes dès l'entrée. Comme ça, les personnes peuvent garder la distance sociale. Favoriser le paiement par carte bancaire, forcément, et puis surtout essayer de créer des barrières transparentes en polycarbonate, par exemple, où Louise, elle va vous en dire un petit peu plus tout à l'heure de ce qu'on peut faire dans des bureaux, mais qui peut être adapté aussi dans des boulangeries.
Les paysagistes, jardins, espaces verts, alors forcément, il faut favoriser les outils individuels, comme dans le bâtiment également. Limiter l'accès sur les chantiers aux personnes qui ne sont aux personnes qui ne sont pas indispensables ou aux visiteurs. Se laver les mains à chaque fois qu'on enlève le EPI, c'est exactement la même préconisation que dans le bâtiment. Il ne faut surtout pas oublier la distanciation sociale chez le fournisseur de matériaux ou de végétaux. Pour se passer les charges, quand on va chez notre fournisseur de matériaux, il faut pratiquer la pose et la dépose. On évite ainsi le passage direct entre les personnes et les contacts. Et puis, ce qu'il préconise aussi, le ministère du Travail, il parlait du travail côte à côte plutôt que celui face en face, puisqu'il présente beaucoup moins de risques de contamination. Et surtout, même si c'est côte à côte, il faut garder la distance sociale. Ils sont jolis, les bonhommes, Johanna. Merci. Je les ai pas dessinés, hein. Magnifique. Alors, le garage, le plan de nettoyage, bien évidemment, il faut bien le préparer en amont, privilégier des outils individuels, bien sûr. Alors, demandez au client de venir seul si possible. Lors de la prise de rendez-vous, vous pouvez lui demander de venir tout seul ou accompagné de maximum une autre personne si jamais la réparation dure trop longtemps et qu'il faut faire l'aller-retour en voiture. Donc, le moins de personnes possible, forcément. Laissez les fenêtres du véhicule ouvertes. Si vous avez la place dans votre garage, pourquoi pas même les portières ouvertes, ça évite de toucher à chaque fois les poignées. N'oubliez pas forcément les distances à respecter avec vos clients. Il faut favoriser également le paiement par carte bancaire. Et puis, une idée qui nous semblait assez importante, c'était cette zone délimitée qui peut être à l'extérieur de l'atelier si l'espace le permet, pour réceptionner le véhicule à l'extérieur, puis éventuellement, avant de faire rentrer le véhicule à l'intérieur, procéder à un nettoyage de clés et de l'habitacle. Ça, c'est beaucoup plus sûr, on va dire. Merci, alors, Anna. sur chaque page, vous allez trouver aussi des liens pour consulter les directives du ministère du Travail. Donc, n'hésitez pas à aller les consulter. Il y a beaucoup plus de détails en fonction de chaque domaine d'activité. Merci. Et alors, Mélanie, sur les quelques points de vigilance? Oui, en fait, j'ai voulu mettre en avant quand même quelques points de vigilance qui sont un peu issus du guide, du dernier guide du 3 mai du ministère qui s'applique à tout le monde. Un point de vigilance sur les masques. Donc, attention, si vous distribuez des masques, c'est bien, mais ça vient seulement en complément des mesures collectives. Hein. Comme je vous disais tout à l'heure, la priorité, c'est vraiment d'agir sur le collectif avant de mettre en place des masques, et puis pas n'importe quel masque, parce qu'en fait vous êtes employeur, vous devez protéger vos salariés, on attend de vous des moyens qui sont, enfin voilà, donc n'utilisez pas le masque fabriqué maison pour une protection de vos salariés. Peut-être que ça filtre un peu, mais aujourd'hui on n'a pas de garantie sur la filtration, donc il faut vraiment choisir des masques qui ont passé des tests de filtration et qui sont appropriés pour le travail. La température, on en a un peu parlé. Pas de dépistage systématique. Ce que dit le ministère du Travail, c'est que, en fait, les médecins du travail peuvent organiser un dépistage, mais vous, en tant qu'employeur, vous ne pouvez pas exiger de tous vos salariés qu'ils soient dépistés avant de revenir travailler. Bien veiller à l'organisation des espaces et des circulations, ça c'est ce qu'on verra tout à l'heure avec ma collègue. Et puis prévoir un peu de prise en charge d'une personne atteinte, parce que en fait voilà, la population française n'est pas du tout immunisée, donc il va y avoir des cas de contamination dans vos entreprises, et le fait de l'anticiper, c'est quand même mieux, parce que vous allez savoir ce que vous pouvez faire, comment vous allez le faire. Donc pensez à bien prévenir les personnes qui ont été en contact avec cette personne atteinte. Pensez peut-être à prévoir cette fois une vraie désinfection avec l'utilisation de produits véricides particuliers. Et puis tout l'aspect psychologique, parce que voilà, tout le monde s'inquiète, hein, soyons clairs. Donc faut bien préparer ce genre de situation. Et puis c'est pas qu'on est au début finalement, Mélanie. Hein.
on est qu'au début et en fait, on pense qu'il y aura, en plus avec le déconfinement, beaucoup plus de cas, et donc l'employeur doit vraiment se préparer à gérer ces cas. Il risque certainement, enfin, à mon avis, chaque entreprise risque d'avoir un cas, Oui, je pense. effectivement, voilà, on est à 6% de personnes atteintes. Enfin bon, c'est difficile à estimer réellement, hein, mais d'après l'Institut Pasteur, c'est ce qu'ils avaient donné comme chiffre. Et pour obtenir une éventuelle protection de l'ensemble de la population, il faudrait atteindre 70% de touchés. Donc forcément, il va y avoir des personnes atteintes autour de nous, dans nos entreprises. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce type de situation? Merci Mélanie. Alors, un petit cas pratique de plan de bureau avant et après. Alors, bonjour à tous. Donc, Louise Delabre, architecte d'intérieur. Donc là, ce que je vais vous présenter, c'est comment adapter un peu les espaces de travail pour vos salariés. Donc, forcément, dans un premier temps, il faut surtout privilégier le télétravail. Privilégier, si possible, les bureaux individuels. Après, la première hypothèse est de supprimer un poste sur 2. Avec la réglementation, plus de 1 mètre minimum autour du salarié, soit à peu près 4 mètres carrés. Délimiter des zones et des sens de circulation et mettre des protections vitrées, voire autres. Alors là, c'est un petit peu le schéma d'un bureau type, donc avec une personne sur la partie gauche, une personne avec un diamètre, on dit de 60 cm, et puis une périphérie de 70 de protection, ce qui correspond aux 4 mètres carrés indiqués par l'État. Moi, je suis partie sur une protection un peu supplémentaire, c'est-à-dire la personne 70 plus vraiment 1 mètre autour de la personne, ce qui fait une surface quand même de 6 mètres 76, ce qui est pas négligeable en termes de surface dans des bureaux. Ils sont à l'aise, quoi. C'est ça, il le faut. Donc voilà, là je vais vous présenter un peu 4 cas, donc un accueil, une salle de réunion, salle de repos et un open space. Alors, donc là c'est l'accueil. Donc on a sur le premier schéma à gauche, avant tout ça, on avait donc 3 postes installés, avec également un présentoir pour les invités et 2 espaces visiteurs. Suite à la réglementation et au Covid, on doit espacer tout ça. Donc, du coup, on peut mettre plus que 2 postes de travail. On doit également mettre tout ce qui est protection vitrée supplémentaire en plus de tout ça pour que les personnes puissent visiter en effet les locaux. Et du coup, on n'a plus qu'un espace visiteur au lieu de 2. Très bien. Salle de réunion et salle de repos. Voilà. Donc, salle de réunion, on avait une super salle de réunion, table de 8 mètres de long, 24 personnes. Et avec tout ça, du coup, on n'arrive plus qu'à 10. Donc là, ça réduit vachement l'effectif. Il faut tout revoir. Donc, on a bien respecté la distance de face et de côté d'1 mètre. Et du coup, on n'a plus que 10 places. D'accord. Et l'open space, le cas qui va se retrouver le plus. Voilà, l'open space, c'est le cas le plus important. C'est là où le quotidien pour qu'ils puissent reprendre le travail. Donc là, c'est un open space classique. On a 6 postes, des lots de 6 postes. Au total, 18. Et donc là, on a 2 solutions de fonctionner. Donc, une première solution où on part de la réflexion basique. Un poste sur 2 est supprimé. Ce qui fait que du coup, là, on travaille en quinconce et on a du coup plus que 9 postes disponibles au lieu des 18. Donc, on divise par 2 l'effectif, ce qui est une conséquence très importante. À tout ça, il faut ajouter tout ce qui est vitre, donc soit en plexi, soit en verre, pour avoir une protection supplémentaire. Parce que comme on a discuté avec Mélanie, voilà, même les 1 mètre carré, au final, les 1 mètre de distance sont pas forcément suffisants. Et si on peut rajouter des vitres, il le faut parce qu'il faut mettre toutes les protections nécessaires pour le salarié. Et donc, deuxième hypothèse, là, c'est une hypothèse où on va revoir toute la configuration d'un point de vue spatial pour optimiser au maximum la sécurité et les espaces. Et du coup, là, en travaillant la configuration, on peut réussir à avoir une optimisation à 12 postes. Donc, on passe de 18 à 9 et finalement à 12 en revoyant les aménagements. Donc ça, c'est quand même une solution qui est importante et qui amène réflexion. Oui, puis ça permet aussi parce qu'au niveau management, ça a un vrai impact. D'avoir physiquement 12 personnes, d'en avoir 9, des vrais incidents. Tout à fait. Sur le travail. Donc là, les systèmes de protection qui existent, donc par exemple, là, c'est un exemple avec l'entreprise Louis qui propose des protections soit individuelles ou collectives, donc c'est de 1 à 6 personnes. Celui à 1, il coûte un peu moins de 100 €. Celui 6, il coûte moins de 500 €. Et si on part sur des versions en verre, on va être en prix d'appel pour individuel à 250 € hors taxe. D'accord, donc ça a un coût quand même, mais là, on est d'accord qu'on part quand même sur du long terme, quoi. Finalement, on sait que ça risque de durer, comme on commence à déconfiner. La maladie risque donc de revenir, peut-être avec moins
Et donc là, on est quand même sur plusieurs mois d'activité à devoir gérer les salariés. On n'est pas sur, allez, on a encore 15 jours. Là, on est vraiment, on sait que ça va durer encore quelques mois et qu'il faut s'occuper. Tout à fait. Il faut vraiment pérenniser le poste. Et la solution en vert, elle serait quand même mieux parce qu'avec un nettoyage qui doit être quotidien, c'est ça, hein, Mélanie, si je me trompe pas, voire plus que quotidien. Oui, effectivement, il est conseillé de faire un nettoyage plutôt fortement régulier. Toutes les 2 heures, c'est pas mal. Donc, c'est vrai que c'est un peu contraignant, mais voilà, c'est une garantie que les surfaces finalement elles restent pas contaminées, quoi, parce que Tout à fait. Donc le plexiglas c'est bien pour démarrer, mais le verre je pense serait mieux sur une visée à long terme. Et là une autre petite astuce, donc c'est une fixation de poignée de porte impression 3D qui est normalement en libre de droit, qui permet de plus du tout toucher les poignets. Donc ça serait un gros avantage et qui devrait limite être obligatoire partout. C'est ça qui est bien avec Louise, hein. C'est les petits trucs et astuces à moins de... Alors, former et contrôler, c'est extrêmement important. Il va falloir former Monsieur Covid à tout ça, hein, Mélanie. Alors oui, former Monsieur Covid en priorité, mais pas que. À peu près tous les utilisateurs des masques, etc. Pourquoi il faut former, quelles sont les 5 raisons indispensables pour lesquelles il faut former? On l'a dit plusieurs fois depuis le début, le virus est toujours présent, il est toujours dangereux. On a dépassé les 25 000 morts, donc c'est quand même pas anodin. On a parlé du risque important pour l'employeur et on reviendra dessus un peu plus tard. Donc tout ce que vous allez faire pour obtenir une attestation de formation, ça justifiera en fait les mesures que vous avez mises en œuvre, l'investissement que vous avez fait en matière de sécurité. Ensuite, c'est aussi une réorganisation en profondeur des pratiques, hein, parce que quand même l'organisation des espaces, la distanciation sociale, on n'est pas habitué à ça, donc il faut quand même bien comprendre la logique et puis changer nos façons de faire. Le port des EPI, donc j'en ai déjà parlé, ça s'improvise pas. Encore hier, quand je suis passée au drive récupérer mes courses, j'ai été très étonnée, enfin pas vraiment, hein, mais je me dis voilà, tous ces gens qui portent un masque, ça ne sert strictement à rien ce qu'ils font, puisque en fait ils le portent mal et finalement ils engendrent plus de risques. Donc porter un masque, c'est pas anodin, donc voilà, il faut quand même avoir, même c'est le dernier point, c'est une obligation légale de former à la sécurité et encore plus au port du masque, puisque c'est un équipement de protection individuelle et ça ne se porte pas n'importe comment. Bon, ouais. Alors former sur quoi? Donc, comme je vous l'ai dit au début, c'est quand même bien de savoir de quoi on parle. Qu'est-ce que le SARS-CoV-2 quelles sont ses caractéristiques? Par exemple, le fait de savoir qu'il est entouré d'une enveloppe lipidique, c'est plutôt bien parce qu'on sait qu'avec tout simplement de l'eau et du savon, on détruit cette enveloppe lipidique et du coup, on agit directement sur le virus et puis voilà, il est détruit. Donc c'est toujours intéressant de savoir, de connaître les caractéristiques, de savoir dans quel type de milieu il va plutôt se développer ou pas. Mais ça veut dire que se laver les mains, c'est mieux que de mettre du gel? Alors en fait, le gel hydroalcoolique, il agit aussi, mais par contre, il va pas nettoyer. Donc c'est-à-dire que si vous avez les mains sales par votre activité, si vous passez du gel hydroalcoolique, ça ne sert strictement à rien. Donc il faut se laver les mains dans tous les cas. Du coup, pourquoi rajouter du gel hydroalcoolique si on a de l'eau et du savon tout bête qui ont la même efficacité. Donc après, l'employeur est responsable de transmettre les recommandations sanitaires qui sont émises par le gouvernement. Donc voilà, il va falloir apprendre à vos salariés le comportement qu'il va falloir adopter. Il faut expliquer le rôle de chacun dans la prévention, parce que certes l'employeur a des responsabilités et on insiste lourdement aujourd'hui sur le sujet, mais les salariés aussi. Ils sont responsables de leurs actes et des conséquences que ça peut avoir sur les autres salariés. Ensuite,
expliquer les mesures collectives qui sont prioritaires sur les mesures individuelles. Je pense que j'ai déjà plusieurs fois dit. Comprendre quel type, comment on va évacuer les déchets, et puis savoir agir en cas d'accident. Si vous avez des sauveteurs secouristes du travail, ils vont pas intervenir de la même manière. Le but, c'est quand même qu'il n'y ait pas de suraccident, donc que eux, en intervenant, en prenant soin de la santé de quelqu'un, ils se mettent pas en danger. Donc, on va apprendre dans les formations que je dispense comment est-ce qu'on fait pour gérer ce type de situation et comment est-ce qu'on gère les personnes qui sont affectées dans l'entreprise. Donc, je me permets juste de répondre à une petite question que je vois. Qui peut former des référents Covid-19 ? Moi, je propose une formation en e-learning qui vous permet de le faire. Et ça coûte combien ta formation, Mélanie ? En fait, j'ai fait un prix plutôt attractif de 50 € par personne parce que je pense que c'est quand même hyper important de se former à ce risque-là. Donc 50 € hors taxe, un module en e-learning qui est accessible sur une plateforme assez facile d'utilisation. Avec l'évaluation des compétences et puis une chasse au risque à la fin pour vérifier que les compétences sont bien acquises et délivrer une attestation personnelle à chaque personne. Donc ça, en fait, après, on le met dans le document unique et ça fait partie des diligences de l'employeur, en fait. Oui, effectivement, ça permet de justifier, ça fait partie du plan d'action en fait. Dans le plan d'action, on va prévoir des mesures sur le plan technique. Donc, qu'est-ce qu'on a mis comme masque, etc. Sur le plan organisationnel et sur le plan humain. Et donc, sur le plan humain, c'est quelle formation j'ai fait, quel suivi médical je mets en place, voilà. Et au niveau de la responsabilité de l'employeur, du coup, c'est là où on peut aussi montrer qu'on a fait le nécessaire par rapport à nos salariés, j'imagine, ayant cette attestation. Tout à fait. D'accord. Et donc, le référent Covid-19, on doit aussi le former. Il faut nommer un référent. Ce référent Covid-19, donc c'est une spécificité du BTP, mais qui, je pense, a du sens de le mettre en place dans toutes les entreprises. Ça va être, un référent, comme son nom l'indique, quelqu'un qui va accompagner l'employeur qui a pas que ça à faire, mais l'accompagner sur la prévention des risques dans l'entreprise, sur ce risque particulier-là. Il va vérifier que les mesures elles sont bien comprises, bien intégrées par tout le monde et les faire respecter au quotidien, parce qu'encore une fois, c'est pas si évident que ça d'appliquer au quotidien ces mesures de distanciation sociale. Donc avoir quelqu'un qui puisse être le garant, qui puisse nous aider. Coordonner et nous aider. Voilà. Je me permets juste de te poser la question de Thibaut. Une fois la formation suivie, peut-on à notre tour former une tierce personne dans l'entreprise ? Pourquoi pas, si vous considérez que si vous n'avez pas besoin d'attestation pour les autres personnes, pourquoi pas. Il y a que les centres de formation qui peuvent délivrer une attestation de formation. Donc voilà. C'est en fait la formation que moi je propose, elle s'adresse à tout le monde, mais vous pouvez faire le choix aussi de former que les référents. Après c'est un choix d'entreprise, voilà. D'accord, merci beaucoup. Puis après, je pense aussi que tout ce que l'on dit là, ça risque d'évoluer. On ne sait pas l'ampleur que ça va prendre. Peut-être pas beaucoup, peut-être. Ça va évoluer dans le temps. Alors, la traçabilité des actions. Oui, donc en fait, la traçabilité des actions, elle a deux objectifs. De pouvoir contrôler que ce que vous avez écrit comme règles, elles sont bien respectées. Et puis de pouvoir prouver également les mesures, les moyens que vous avez mis en place. Donc on a parlé de l'attestation de formation, mais il y a aussi des points de contrôle que vous allez pouvoir mettre en place dans l'entreprise ou dans vos façons de faire, notamment vérifier, suivre l'entretien des locaux régulière. On dit on doit faire un entretien toutes les 2 heures, ok, mais c'est écrit où en fait que vous l'avez fait. Donc un petit tableau qu'on voit par exemple dans les stations essence sur l'autoroute avec les heures à laquelle la personne a fait l'entretien, et ben voilà, c'est la preuve que ce que vous dites, que vous avez écrit dans votre document unique, et ben c'est fait et voilà, vous en avez vous pourrez justifier des mesures que vous avez mises en place. Voilà, parce que là, maintenant, on va parler du risque pour l'employeur, parce que finalement, on n'a pas beaucoup de cas encore aujourd'hui d'employeurs mis en responsabilité, c'est normal.
mais on pressent quand même, et aussi avec le déconfinement et peut-être le retour de la maladie, que ça risque d'arriver. Donc petit point là-dessus quand même. Mélanie aussi. Oui, alors moi je trouve que vu le peu de temps, le peu de recul qu'on a quand même déjà beaucoup de cas. D'accord. Des procédures qui sont menées en référé directement par l'inspection du travail. Donc, en fait, l'inspection du travail, dans les cas, a été saisie par des salariés des entreprises. Et puis, c'est en référé, donc ça veut dire en justice rapide, on va dire. Et donc, on a quand même pas mal de cas. Alors, tu as en tête un exemple de cas? Oui, et donc un cas, j'ai envie de dire ancien, parce que c'était tout au début de l'épidémie. Donc c'est un cas de l'ADAR. L'ADAR, c'est une association d'aide à domicile qui est financée à 99% par le Conseil général, je crois. Donc c'est assez rigolo que l'État se morde la queue. Enfin bref. Et donc l'ADAR a eu une amende assez conséquente par rapport à la structure pour ne pas avoir respecté un certain nombre de points. Donc le document unique dont je vous ai parlé, la formation dont je vous ai parlé. Donc ils fournissaient des masques FFP2, mais en fait l'inspection du travail considérait que c'était pas, enfin que déjà les salariés n'étaient pas formés à l'utiliser, on n'avait pas précisé les temps d'utilisation de ce type de masque. Et puis aussi se poser la question de quand j'interviens chez une personne pour l'aider dans son quotidien, est-ce qu'elle est malade ou pas malade, quel est son état de santé, ça va adapter l'évaluation des risques. Donc vraiment, et dernier point, ça concernait ce qui concerne, enfin, de définir les actions prioritaires en fait de l'entreprise. Donc voilà. Très bien. Alors donc sur les risques concrets de l'employeur, donc du coup il y a deux pans de la responsabilité pénale qui est en fait le fait de violer une obligation du code du travail, donc celle d'obligation particulière de santé et de sécurité. Là, ce qu'on va chercher en fait, c'est voir si l'employeur a mis en place les moyens pour faire les moyens nécessaires à son obligation de sécurité et de prudence. Dans certains autres domaines, on parle plutôt d'une obligation de résultat, notamment dans l'amiante. Mais là, ce qu'on veut, on se doute bien qu'il va y avoir des personnes malades. Ce qu'il faut, c'est pouvoir justifier que vous avez mis en place tout ce qu'il fallait pour protéger vos salariés. Voilà, il faut faire diligence. On peut pas éviter le risque, mais en tout cas, il faut être capable de justifier qu'on a tout mis en œuvre pour le minimiser ou en tout cas l'éviter. Tout à fait. Et donc, les risques dans ces cas-là, c'est une restriction d'activité comme on le voit pour Amazon, où ils n'ont plus le droit de gérer, de distribuer tout, mais uniquement les produits de première nécessité. Tout ça, ça coûte de l'argent pour vos entreprises. Un risque d'amende, donc ça, je vous l'ai dit. Et puis, bien plus, si jamais il y avait, là par contre, on n'en est pas encore là, Ouais. des situations de décès. Et donc l'autre pan de la responsabilité, c'est la responsabilité civile, où là c'est plus finalement il y a une victime et ses ayants droit ou elle-même demandent des dommages et intérêts, donc des indemnités, auprès de l'employeur. Dans ces cas-là, on va chercher la faute inexcusable de l'employeur. Et donc pour ça, en général, donc c'est recherché en cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle. Donc pour le moment, le Covid-19 n'est pas reconnu comme une maladie professionnelle, sauf dans le secteur médical. Et pour avoir un accident de travail, il faudrait un certain nombre de critères qui sont pas a priori adaptés à cette maladie, mais on ne sait pas, peut-être. Peut-être par la suite, on ne sait pas encore. Le droit de retrait. Un petit point sur le droit de retrait. Donc en fait, on peut avoir un salarié qui utilise son droit de retrait s'il y a un danger grave et imminent. Un danger grave et imminent, donc c'est 3 conditions. Il faut que ça soit dangereux, qu'il y ait un danger. Il faut que ça soit grave, donc c'est-à-dire que ça peut pas, enfin que ce qui est la situation engendrerait un risque de décès ou d'incapacité permanente grave.
Et puis imminent, donc c'est la situation qu'on vit ponctuellement, elle est vraiment soudainement, elle devient grave, quoi. Donc dans le cas présent, le fait qu'il y ait une pandémie, bon, bah, c'est clair, c'est grave, mais c'est pas quelque chose d'imminent de manière naturelle. Ça devient imminent si jamais vous n'avez pas mis en œuvre tous les moyens de protection pour vos salariés. Donc, au final, ça sera le Conseil des prud'hommes qui va trancher si c'est le droit de retrait est adapté ou pas. Et puis, très généralement, le droit de retrait signifie un signalement auprès de l'inspection du travail. Donc voilà. Bon, voilà. Très bien. Bon, en tout cas, je vous remercie. Est-ce qu'il y avait encore des questions? Oui, est-ce qu'on a le temps, Marie, encore pour quelques questions? Peut-être quelques questions, oui, si on a. Alors, la prochaine question, c'était surtout pour toi, Mélanie. Est-ce que l'attestation que tu donnes, elle est reconnue par l'inspection du travail? Aujourd'hui, l'inspection du travail, ou même n'importe quel organisme d'État n'a pas défini de programme de formation. Donc, vous garantir que le programme de formation que moi j'ai établi, il correspond aux attentes d'un décret ou de quelque chose, non, puisqu'il y a rien qui est sorti. Après, moi, j'ai construit mon programme de formation en m'appuyant sur ce qui existe dans l'amiante. Alors, c'est quand même une réglementation assez poussée. Donc, je pense que le programme de formation, voilà. Et dans tous les cas, il faudra évoluer en fonction de ce qui sortira, mais pour le moment, il n'y a rien. Donc, ce qui est fait. Il n'y a rien et la reprise est là, quoi. Il n'y a rien et la reprise c'est lundi. Voilà. Et puis, d'autant plus, comme tu le disais, c'est plutôt le fait de montrer que l'employeur a mis tout en œuvre pour pouvoir se dégager, entre guillemets, de la responsabilité. En fait, il a tout fait pour ses salariés. Ouais. Et puis je vous dis, l'idée c'est vraiment de savoir quel est le risque, comment on agit, s'appuyer sur la prévention des risques de manière générale. Donc comment on applique la protection, enfin voilà, les principes de prévention des risques. Tout à fait. Alors, sache qu'on a des personnes qui sont très intéressées par la formation, qui nous demandent les coordonnées. Donc, tout à fait, on va donner tes coordonnées par la suite. Marie, je pense que tu... Peut-être le mettre dans le chat. J'ai déjà mis dans le chat un lien pour la formation. Mais n'hésitez pas, dans tous les cas, vous avez mon nom et puis mon site internet. Donc, voilà, tout à fait. Donc, Jean-Luc, en effet, tu peux regarder, il y a déjà le lien. On va conclure peut-être. C'est vrai qu'on a fait la promesse que ce soit assez succinct, parce que c'est vrai que les webinaires, quand c'est un peu long, ça peut être un peu fatigant à suivre. Mais en tout cas, il y a l'ensemble de nos experts qui restent à votre entière disposition. Vous avez leur LinkedIn. Donc, on avait leur adresse mail, leurs coordonnées, on pourra vous les donner. On avait une experte spécialisée dans la prévention des risques professionnels, une architecte d'intérieur spécialisée dans le réaménagement de vos locaux pour les optimiser et puis voilà, pour que tout le monde soit confortable et protégé, sécurisé. Et on avait aussi Johanna, expert social qui travaille au quotidien avec les employeurs. En tout cas, je vous remercie de votre présence. Si vous souhaitez des améliorations dans le format, n'hésitez pas à nous le dire, à nous le faire savoir. Et je vous souhaite une très belle reprise et puis à très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir tout le monde.